Bonjour à tous. Merci d'être présent. On va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et on commencera le webinaire. Je vous laisse encore patienter un petit peu. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer et ceux qui arriveront nous prendront en cours de route. Donc, je voulais vous remercier à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, on va faire un webinaire 1 heure pour mieux comprendre sur les sujets de la RE 2020. Donc, évoquer les seuils à venir ainsi que l'évolution des fiches FDVS. Donc, en première partie, on aura Marion Chérat de Caribati qui interviendra justement sur le sujet de la RE 2020. Et en deuxième partie, un retour d'expérience présenté par Lola Dussossoy de Bouygues Bâtiment sur le collège Saint-Joire. Et on aura un dernier temps pour échanger. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous laisse les écrire dans la conversation et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc voilà, merci encore et je laisse la main à Marion pour la présentation. Merci Juliette et bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez tous maintenant l'écran qui s'affiche. Oui, très bien. Donc C'est tout bon? Ok, bah super. Allez, c'est parti. Donc moi je suis Marion Chira, donc co-gérante de la SCOP Caribati. Très rapidement, Caribati, on est un bureau d'études spécialisé sur les matériaux biosourcés, avec plutôt une dominante sur tout ce qui est biosourcé hors bois. Et donc, on va vraiment participer à développer, structurer les filières qui produisent des biosourcés. Et notamment, on va aussi accompagner les fabricants de produits biosourcés à mettre sur le marché leurs produits avec un accompagnement spécifique sur les étapes, par exemple, ATEX.
et FDES, réalisation de FDES. Et puis, on va aussi avoir des formations spécifiques, des sensibilisations aux acteurs du bâtiment très largement, donc que ce soit maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, etc. Et on va du coup faire une sorte d'AMO spécialisé, biosourcé sur les projets de bâtiment. Voilà un petit peu ce qu'on fait, c'est assez large. Et donc moi, au sein de Caribati, j'interviens plus spécifiquement sur les sujets liés à l'évaluation environnementale et au FDES. Et je suis vérificatrice dans le cadre du programme INES depuis cette année. On développe aussi tout un tas d'outils pour essayer de faire reconnaître les matériaux biosourcés. On a notamment un label produit biosourcé qui garantit la teneur en biomasse végétale dans les produits pour éviter un petit peu les effets de greenwashing, en tout cas amener de la transparence sur quand on dit qu'un produit est biosourcé, combien de pourcentage de biomasse il contient réellement. Parce que sur du bois brut, c'est facile à voir, à tracer, puis sur des produits transformés, c'est un peu plus difficile. Et puis, depuis qu'on a créé Caribati, donc il y a 10 ans, en 2015, on mène un concours d'architecture dans les écoles d'architecture pour les étudiants, pour justement les aider à appréhender toutes ces notions de sobriété, de frugalité, d'utilisation des matériaux pas ou peu transformés, en tout cas de réfléchir à construire autrement. Donc voilà, donc là, cette année, c'était la 10e édition, puis la remise des prix est bientôt organisée la fin novembre. Je passe rapidement sur nous et on rentre dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est un petit peu de vous remettre dans le contexte. C'est quoi l'arrêt RE2020 très rapidement? On en est où des seuils et qu'est-ce que vont être les prochaines étapes? Et puis qu'on fasse le lien avec justement tout ce qui est données environnementales, F2S, et où on en est sur ces sujets-là. Et puis ensuite, Lola vous présentera un projet plus précis avec les différents paliers atteints. Donc là, pour mémoire, hein, ça va être très, très général sur la partie RE2020, mais quand la RE2020 a été mise en application, pas en 2020, mais en début 2022, les objectifs, il y en avait plusieurs, mais principalement, du coup, on peut les classer sous 3 grands thèmes. La sobriété, du coup, diminuer les consommations énergétiques des bâtiments, les émissions de carbone, réduire les émissions de carbone des bâtiments. Et puis un autre thème qui devient assez important dans la RE 2020 par rapport aux précédentes réglementations thermiques, c'est aussi la résilience, adapter les bâtiments aux futures conditions extrêmes, donc notamment aux périodes caniculaires qui vont arriver sans avoir un recours systématique à la climatisation. Donc voilà, ce qui évolue avec l'introduction de cette réglementation, c'est on va plus loin sur les objectifs thermiques, mais aussi on prend en compte la partie environnementale, donc que ça soit en essayant de limiter les émissions de carbone, mais aussi en adaptant, en faisant de nos bâtiments des bâtiments plus résilients. On garde aussi des objectifs liés à la qualité de l'air intérieur, et puis on essaye aussi dans la RE 2020 de favoriser aussi les filières durée-emploi qui vont participer de fait à ces objectifs carbone. Donc, dans les principales évolutions, on garde des indicateurs quand même communs aux précédentes réglementations thermiques, et notamment, il existait déjà cette notion de BBio, de besoin bioclimatique conventionnel. Donc ça, c'est un indicateur énergétique. Voilà, qu'est-ce que va avoir le bâtiment, quels vont être les besoins du bâtiment en termes de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, etc. Donc ça, c'est un nombre de points, c'est un indicateur qui est sans dimension. Et après, sur les consommations énergétiques en tant que telles, on a un indicateur principal qui est le CEP, donc la consommation d'énergie primaire de notre bâtiment. Donc là, qui va être calculé pour des conditions spécifiques définies pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude, l'éclairage. On voit aussi que ça comprend l'éclairage des parkings, le fonctionnement des ascenseurs, etc. Et donc ça, c'est un indicateur qui est exprimé par les kilowattheures mètres carrés par an. Donc ça, on retrouve la même notion de consommation que dans la précédente RT. Et on introduit aussi le
EPNR, donc les consommations d'énergie primaire non renouvelables. Donc en fait, dans la RE 2020, on ne va pas comptabiliser par exemple tout ce qui est énergie primaire renouvelable qui est consommé directement, qui serait produit directement sur le bâtiment et consommé directement par le bâtiment. Donc, on va avoir un indicateur du coup CEP-NR non renouvelable qui va distinguer ces consommations-là. L'Aéro 2020, elle a introduit du coup la notion, là c'est nouveau, de DH, de l'indicateur DH, degré-heure d'inconfort. Donc on va, pour mesurer si le bâtiment est résilient par rapport aux périodes caniculaires, et ben on va essayer de regarder combien d'heures d'inconfort il va y avoir dans l'année. Et puis on a du coup un seuil évidemment à pas dépasser. Et du coup, la grosse évolution par rapport à la RT, c'est évidemment les indicateurs liés au carbone, aux émissions de carbone. Donc, les indicateurs, c'est le IC énergie, donc l'impact sur le changement climatique lié à mon vecteur énergétique, donc vraiment lié aux consommations d'énergie et à quel vecteur énergétique j'utilise. Donc là, les impacts sur le changement climatique, ils sont exprimés en kilo équivalent CO2 par mètre carré. Et on a aussi le IC construction, donc l'impact sur le changement climatique lié à la construction, aux composants de mon bâtiment, y compris donc la partie chantier, la partie construction. Donc ça, c'est ce qu'on va voir à la fin. Voilà, on va vraiment prendre en compte le cycle de vie de notre bâtiment. L'ARE 2020, elle a été lancée au 1er janvier 2022, donc avec un tout petit peu de retard. D'abord pour les logements individuels et collectifs, puis en juillet pour les bureaux et l'enseignement primaire et secondaire, puis petit à petit, entre 2023 et 2024, c'est rentré en application pour tous les autres types de bâtiments. Donc en 2024, le plus tard, ça a été pour les bâtiments tertiaires. Et puis donc là, l'objectif, c'est d'avoir des seuils qui évoluent pour aller vers la neutralité carbone dans les prochaines années. Donc là, pour l'instant, on a 3 jalons à venir. Donc en fait, on est rentré dans le deuxième jalon qui était le jalon 2025 depuis le 1er janvier. Et puis, il y aura encore 2 autres jalons, un en 2028 et un en 2031, donc avec un abaissement des seuils jusqu'à 40% suivant les typologies de bâtiments. On va voir ça. Donc tout ça, en fait, toute cette RE 2020, elle s'inscrit plus largement dans la stratégie nationale zéro carbone, neutralité carbone, qui est mise en place par l'État. Donc le bâtiment, c'est un axe fort pour l'État d'aller vers la neutralité carbone. C'est un des axes où d'ici 2050, on doit avoir des émissions carbone qui sont à zéro, voire proches de zéro. Donc cette année, comme je vous le disais, on est rentré déjà dans le deuxième jalon. Donc au 1er janvier 2025, on a déjà eu des évolutions et notamment du coup des exigences qui ont été renforcées pour la partie consommation énergétique avec des exigences renforcées sur le B-bio et puis des exigences qui évoluent, des seuils qui évoluent sur la partie carbone, émissions de carbone, du coup avec une réduction des seuils sur le IC énergie et sur le IC construction en parallèle. Sur le IC énergie, donc l'impact sur le changement climatique lié à mes consommations énergétiques et à mes vecteurs énergétiques, on a une réduction progressive des seuils qui est prévue. Et là, le graphique présente les seuils pour tout ce qui est logement, maison individuelle ou logement collectif. L'idée de la réduction progressive des seuils carbone, c'est aussi d'aller chercher les vecteurs énergétiques les moins consommateurs de carbone. Donc, petit à petit, on va avoir par exemple moins de systèmes gaz de fait liés à la réduction de ces seuils. Et puis, il y a des petites choses qui ont évolué depuis le 1er janvier 2025. Quand les maisons, par exemple, sont raccordées à un réseau de chaleur, on a des seuils spécifiques et des dérogations euh, liées à la possibilité de se raccorder à ces réseaux de chaleur. Sur le IC construction, donc le IC construction, on est sur l'émission de carbone liée à la construction de notre bâtiment. Donc ça inclut tout ce que sont les composants de mon bâtiment, mais aussi la phase chantier.
Donc là, on a des seuils qui évoluent régulièrement, on le voit pour toutes les typologies de bâtiments jusqu'en 2031. Donc là, voilà, on est là en 2025. On est au premier seuil, donc on a déjà un seuil qui a basculé entre 12 à 17%, donc 12% pour le logement collectif, 17% pour le tertiaire. Et puis on voit qu'on va avoir une évolution qui va continuer d'être importante jusqu'en 2031, donc avec 22%, puis 33%. L'objectif, c'est vraiment de diminuer les émissions de carbone de notre bâtiment et donc d'aller chercher des matériaux bas carbone, mais aussi d'avoir des constructions de bâtiments plus compacts, puisqu'on va le voir que les matériaux, c'est un enjeu fort, mais il y a aussi la conception, la compacité de notre bâtiment qui va beaucoup jouer sur notre IC construction. Voilà. Oui, et puis il y a eu des seuils, pour le coup, un petit peu rehaussés sur les bâtiments de plus petite surface où les objectifs étaient plus difficiles à atteindre. Il y a dans les évolutions 2025, il y a aussi des coefficients de modulation qui ont été ajoutés ou enlevés. Donc, quand on calcule le IC construction max, c'est-à-dire la valeur seuil que notre bâtiment doit pas dépasser, on a des coefficients de modulation qu'on peut rajouter suivant les contraintes liées à notre bâtiment. Par exemple, si on a des parkings en souterrain, etc. Donc, au 1er janvier 2025, il y a eu l'ajout d'un coefficient qui est le MIPV, donc dans le cas où on peut installer des panneaux photovoltaïques, et ben on va valoriser ça avec ce nouveau coefficient de modulation, et donc on va réduire l'empreinte carbone des projets équipés de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est un ajout. Et à l'inverse, on a un coefficient de modulation qui, lui, a été supprimé, qui est le MIDED. Donc lui, qui était une modulation liée à l'usage des fiches par défaut, des données environnementales par défaut de la base IDS. Donc, au lancement de la RE 2020 en 2022, on avait une compensation de 20 à 30 kg de CO2 par mètre carré pour assouplir le seuil si on avait un usage important de DO2, puisque du coup, au début de la RE 2020, on avait encore assez peu de fiches spécifiques sur la base INES, de F2S collectives ou individuelles. Et donc, on devait compenser par l'utilisation de données environnementales par défaut, mais qui étaient beaucoup plus impactantes, 2 à 3 fois plus impactantes que les données spécifiques. Donc voilà, il y avait ce coefficient de modulation qui a été créé pour compenser le début de la réglementation. 2025, fin de la compensation. Donc, on encourage vraiment à aller chercher les fiches spécifiques, les F2S individuelles ou collectives. Et puis, il y aura ensuite même un malus en 2028 quand on continue à utiliser les fiches génériques. Donc ça correspond en fait, si vous voulez, vraiment à l'évolution de la disponibilité des F2S dans la base INES. Il y en avait assez peu en 2022, il y en a de plus en plus en 2025, mais on verra que 2025, c'est quand même encore charnière parce qu'on a une grosse évolution dans la base INES. Et puis 2028, par contre, en 2028, on aura beaucoup de données, des données à jour, et donc ça sera plus facile de faire les calculs avec des données spécifiques. Voilà, donc là, pour faire le lien entre ce qu'on vient de se dire sur les seuils carbone et le sujet de la présentation qui est finalement le lien avec le bois et les biosourcés dans tout ça. Et ça fera le lien ensuite avec la présentation de Lola sur le collège de Saint-Geoires. Je vous ai remis ici une étude qu'a réalisée Pouget Consultant pour FIBOA Île-de-France. Donc, c'était dans le cadre justement de la mise en application de la RE 2020 sur des bâtiments bois, de prendre un petit peu de recul sur quel était l'apport des biosourcés par rapport à ces paliers de la RE 2020 et est-ce que vraiment mettre plus de biosourcés, ça vient fortement améliorer l'indicateur IC construction, donc impact sur le changement climatique lié à notre construction. Donc, pour leur étude, ils étaient partis sur un bâtiment, vous voyez, assez compact, un bâtiment de logement collectif, 32 logements, une PAC en vecteur énergétique, une PAC double service et une ventilation simple flux. Et voilà, quelques balcons en façade et puis menuiserie PVC, volets roulants PVC.
plancher béton. Voilà, on voit qu'on n'était pas du tout sur un projet optimisé d'un point de vue biosourcé, donc béton en façade, ITI minéral, enduit. Voilà, donc un bâtiment non biosourcé. Donc avec ce bâtiment classique béton, on était OK sur le seuil 2022 avec un engagement, enfin, voilà, un embarquement de biosourcés assez faible dans le projet de 1 kg par mètre carré SDB. Donc on était à 728 avec une prédominance des lots CVC fluides, second œuvre et gros œuvre. Donc ensuite, en fait, sur ce projet-là, ils sont venus faire varier les différents lots pour voir qu'est-ce qui avait de l'impact et ils sont donc venus varianter en biosourcé par rapport au projet de base pour voir un petit peu comment ça évolue. Et ils en ont sorti un petit peu ce tableau pour expliquer que finalement, des fois, on pouvait embarquer une très grosse quantité de biosourcés dans le bâtiment. C'est le cas des premières lignes, quand on va venir remplacer la façade béton, par exemple, par une façade CLT. Donc CLT, c'est euh, les façades bois pleines, donc avec les bois croisés, pardon. Je pense que vous connaissez tous. Et bien là, on vient embarquer une très grosse quantité de biosourcés. On a une densité de bois qui est forte sur ces façades-là. Donc, on a un gain sur le IC construction qui est quand même assez important. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ce premier indicateur-là? Et là, il vient dire que par rapport à la façade béton, on a fait moins 180 kg CO2. Donc, on a amélioré de 180 kg CO2 notre impact sur le réchauffement climatique pour le IC construction. Donc là, on était à 728, et ben on va passer du coup à 640. Donc voilà. Avec le changement béton CLT, on vient faire un gros gain IC construction, mais on a embarqué une énorme quantité de biosourcés, 100 kg de biosourcés. Donc, proportionnellement, en fait, on voit que le gain, la proportion entre kilo de biosourcés embarqués et gain sur le lycée construction, elle est finalement assez faible. Là où sur d'autres postes, par exemple, de changer mes huisseries métalliques par des huisseries bois, eh ben, ça va faire un gros gain proportionnellement. Évidemment, euh, si on veut vraiment baisser nos seuils carbone, on va plutôt aller chercher ce type de poste. Le gros œuvre, on voit que sur le précédent graphe, c'est 43% de l'impact. Donc, on va plutôt aller chercher à améliorer ce lot-là, mais on voit il y a des postes où, en fait, avec moins de biosourcés, on peut avoir un plus gros impact sur le IC construction. Donc, c'est un petit peu la conclusion. Il ne faut pas toujours aller mettre plus de biosourcés pour avoir beaucoup plus d'impact sur le IC construction. Il faut les mettre au bon endroit et puis continuer à mixer, les solutions. Voilà un autre graphe. Donc là, ils ont, en fait, par rapport à leur bâtiment de base, ils ont regardé en respectant l'image du projet initial, etc., les leviers les plus faciles, quelle quantité de biosourcés ils pouvaient embarquer dans leur projet. Et ils ont comparé ça, du coup, au seuil, aux différents seuils RE 2020, donc seuil 2022, seuil 2025, seuil 2028 et seuil 2031. Et après, ils ont fait des variantes avec des cas défavorables, donc en choisissant les leviers biosourcés les moins efficaces, en ayant une conception défavorable aussi sur les vecteurs énergétiques. Et puis des variantes avec des cas favorables, en mobilisant les leviers biosourcés les plus efficaces et en optimisant aussi les autres aspects, notamment architecturaux. Et donc là, on voit que avec leurs optimisations dans le cas d'un cas favorable, donc en utilisant les leviers biosourcés les plus efficaces, on arriverait donc avec un poids de biosourcé de 100 kg en moyenne au seuil 2028. Voilà, je pense que Lola aura à peu près la même conclusion. Donc attention, il n'y a pas toujours de corrélation. La conception du bâtiment, elle reste quand même un impact majeur sur le IC construction, c'est-à-dire la compacité de notre bâtiment, etc. Les matériaux, ça va jouer, mais il y a déjà tout un aspect conception qui joue énormément. On voit que les bois et les biosourcés deviennent quand même indispensables pour aller chercher les seuils 2028 et 2031
Donc, les leviers principaux 2028, on a les bétons bas carbone, donc, par exemple les bétons avec CEM3. Mais après, pour passer à 2028, il faut aller intégrer beaucoup plus de biosourcés, 30 à 40% de biosourcés dans les projets. Et puis, seuil 2031, il faut aller à des projets complètement mixtes qui intègrent 50% de biosourcés. Sachant qu'il y a quand même un petit point qui est important, là, les études qui sont réalisées avec des données justement environnementales qui sont pas encore toutes optimisées, etc. Donc, il faut aussi se dire que là, les calculs qui ont été réalisés jusqu'à maintenant, c'était avec des données environnementales 2023. Et en fait, plus on va se rapprocher de 2028, plus on aura aussi des données spécifiques. Et donc, plus normalement, ça sera facile d'aller faire des calculs qui atteignent les seuils 2028. Je pense que ça sera plus clair avec la suite de la présentation. Donc, pour calculer ce IC construction, on va avoir besoin des données environnementales, puisque donc tous les produits, tous les bâtiments suivent du coup ce qu'on appelle un cycle de vie. On va extraire des matières premières, fabriquer des produits, transporter ces produits, les mettre en œuvre sur le chantier. Notre bâtiment, il va avoir sa vie en œuvre, et puis on va venir le démonter, le démolir en fin de vie, et retraiter en fin de vie les différents composants. Donc tout ça, c'est le cycle de vie de notre bâtiment. Et donc, le IC construction, finalement, on va calculer, on va faire une analyse de cycle de vie de notre bâtiment et on va en ressortir principalement les indicateurs liés aux émissions carbone, donc l'indicateur réchauffement climatique. Donc, les F2S, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, elles sont indispensables pour réaliser l'évaluation environnementale à l'échelle du bâtiment. On a besoin des données, des éléments qui composent le bâtiment pour pouvoir faire l'ACV à l'échelle bâtiment. Donc, c'est un préalable indispensable. Et donc, on a pour cela en France donc, une base de données qui est la base IGNES qui regroupe les données, toutes les données environnementales sur les produits. Depuis janvier 2023, on réalise les F2S avec une norme qui est la EN 15804 plus A2 et son complément national français. Donc ça, c'est un point important puisque jusqu'à maintenant, là, on avait une cohabitation dans la base IGNES de F2S au format de l'ancienne norme et des nouvelles F2S au format de la nouvelle norme. Et ça va être tout mis à jour à la fin de l'année. Je vais vous en parler parce que ça a un petit impact sur ma CV bâtiment. Quand on fait une F2S, quand on réalise l'ACV d'un produit, on définit une unité fonctionnelle pour notre produit. Voilà, donc, en général, je donne l'exemple de l'isolant. On va pas calculer l'impact de notre produit pour 1 kg de produit, mais on va calculer l'impact pour isoler 1 mètre carré de bâtiment sur une épaisseur de 10 cm, équivalent à une résistance thermique de X, etc. Donc ça, c'est hyper important. Une F2S, c'est en général pas associé à une masse de produits. Il peut y avoir certains cas très spécifiques où c'est le cas, par exemple sur des armatures. Mais sinon, on est plutôt sur une unité fonctionnelle, donc un impact environnemental qui est lié à la performance d'un produit. Et puis chaque produit est aussi défini par une durée de vie de référence. Donc voilà, par exemple, je reprends l'exemple des isolants, ça va être plutôt 50 ans. Sur le bois, par exemple, sur le bois en structure, on va être plutôt sur une durée de vie de 100 ans. Et ensuite, on va réaliser, on va collecter toutes les données auprès de l'industriel, auprès de la filière. On va les modéliser dans un logiciel et puis ça va nous donner l'impact sur le cycle de vie de notre produit. Quand on parle des biosourcés, il y a un point qui est des biosourcés et du bois. Il y a un point qui est très important, c'est la partie carbone biogénique. Donc, pendant leur croissance, les biosourcés, avec la réaction de la photosynthèse, ils vont capter du CO2. Ce CO2 qui va être stocké sous forme de carbone biogénique dans la plante, et puis du coup qui va continuer à être séquestré pendant toute la durée de vie du produit. Donc là, dans la nouvelle norme, ce qui se passe, c'est que on va compter au début du cycle de vie le carbone biogénique qui est stocké par la plante et en fin de vie, tout ce carbone biogénique va être réémis. C'est une règle, on va dire, de carbone neutre. Tout ce qui entre en début de vie doit sortir en fin de vie.
Donc ça, c'est une grosse évolution de la A2 qui vient pénaliser un petit peu les biosourcés. On va le voir, mais du coup qui est rééquilibré un petit peu par la RE 2020. Donc on parle beaucoup de l'indicateur réchauffement climatique parce que c'est celui qui est mis en avant par la RE 2020, principalement sur la RE 2020. On regarde l'impact sur le changement climatique via le IC Construction. Dans les F2S, si vous avez déjà regardé une F2S, vous avez dû voir qu'en fait, il y a énormément d'impacts environnementaux qui sont analysés autres que le réchauffement climatique. Et il y a aussi des paramètres qui décrivent l'utilisation de ressources, donc notamment des consommations énergétiques, et puis des flux sortants, des flux de déchets, par exemple. Donc en fait, dans une F2S, on a une information qui est beaucoup plus précise et qui va beaucoup plus loin que simplement l'impact sur le changement climatique. On a vraiment une vision sur l'impact sur différents indicateurs environnementaux. Et si vous avez déjà regardé, donc ça se présente comme ça, vous avez là toutes vos étapes de cycle de vie qui sont présentées dans les colonnes, et dans les lignes, vous avez les indicateurs, les indicateurs pour lesquels le résultat est présenté. Donc là, on verra du coup dans cette case la quantité de déchets dangereux éliminés pour l'étape A1, donc d'approvisionnement en matières premières. Ça, c'est rapidement. Dans la base INES, on a différents types de données. On a des données qui peuvent être individuelles ou collectives. Donc, une individuelle, c'est un industriel qui fait de son côté la F2S pour son produit, pour sa gamme de produits. Et une collective, c'est par exemple une filière, une association, etc., qui regroupe plusieurs fabricants du même produit et qui vont mettre en commun leurs données pour avoir plutôt présenter une donnée moyenne, une valeur moyenne dans la déclaration environnementale. On a une obligation de vérification des FDES depuis 2019, donc on a un programme qui est défini dans le cadre de la base INES qui habilite des vérificateurs qui vont bien vérifier que les FDES elles sont réalisées conformément à la norme, que les résultats présentés sont plausibles et que l'étude elle a bien été faite conformément aux exigences. Les FDES collectives, on rajoute ce qu'on appelle un cadre de validité. Donc, on va vérifier que si c'est une valeur moyenne qui est déclarée, on n'a pas trop d'écart entre le minimum et le maximum. Et donc, il existe encore toujours dans la base INES les fameuses données environnementales par défaut. Mais donc, comme je vous ai expliqué, maintenant qui sont encouragées à ne plus être utilisées maintenant qu'il y a plus de FDES. Donc maintenant, on a dépassé les 7000 données dans la base INES cette année. Là, c'est une communication qui date de novembre 2025. Donc il y a 5300 FDES disponibles dans la base et 1700 PEP. Donc les PEP, c'est l'équivalent des FDES, mais pour les équipements électroniques. Donc il reste encore 1600 données par défaut dans la base INES pour les données, pour les filières où il n'y a pas encore de données. Et puis, il y a eu aussi un gros développement de configurateurs spécifiques qui permettent d'aller éditer des données plus précises et plus de données environnementales. Donc, par exemple, pour la filière bois, il en existe plusieurs. Il y a DO Bois, il y a DO Bois de France. Donc, c'est des configurateurs sur lesquels on peut venir jouer sur plusieurs paramètres, par exemple la distance d'approvisionnement en chantier, et qui vont permettre d'exporter une donnée assez spécifique à son projet. Euh, comme je vous le disais, donc on a changé de norme pour la réalisation des F2S au 1er janvier 2023. Et donc, il y a encore dans la base pas mal de F2S au format A1. Donc, il y avait encore une prédominance des F2S en A1, 78% en 2024. C'est en train petit à petit de basculer. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que toutes ces FDS en A1, elles arrivent en fin de validité au 31/12/2025. Donc là, il va y avoir un très gros archivage des FDS présents dans la base. Et voilà, il y a un remplacement par des données A2. Donc en fait, ça ne va pas se faire de manière aussi drastique, c'est-à-dire que là, il y a encore des fabricants qui sont en train de produire leurs données A2.
pour remplacer leur ancienne F2S A1, mais comme il y a eu énormément de travail pour les vérificateurs, il y a un petit peu de décalage. Donc, pour les fabricants qui sont en train de produire les données et qui sont en train de les faire vérifier, il y aura peut-être un petit décalage. Les données en A1 seront très présentes encore sur le premier trimestre 2026, et puis après, ça disparaîtra complètement. Voilà, donc ça veut dire que sur les projets qui ont commencé par exemple en 2025 ou avant 2025 avec des données en A1, on pourra garder en archivage les anciennes F2S en A1, mais pour les projets sur lesquels les études R2020 vont commencer qu'en 2026, ben voilà, on n'aura plus accès aux données en A1, on partira sur les données en A2. Au niveau des biosourcés, on a énormément de F2S disponibles, hein. On a eu une augmentation très forte en 2024 et en 2025 d'environ 30% des données disponibles. Donc, il y a environ 600 F2S de produits biosourcés qui sont dispo dans la base, dont notamment 500 pour la filière bois, et puis après d'autres données plus spécifiques aux autres biosourcés. Mais ça représente, vous voyez, environ 88 000 références commerciales. Voilà, et sans doute que ça a encore augmenté cette année, parce que ça avait été des résultats filés à la fin de l'année dernière. Ça a sans doute encore bien augmenté cette année. Euh, donc il va y avoir là une phase un petit peu difficile cette fin d'année puis en début d'année prochaine, puisqu'avec la suppression des fiches en A1, on va de nouveau avoir moins de références disponibles de F2S dans la base Ignace. Ça va être temporaire. Ces fiches, normalement, elles vont être remplacées en A2. C'est en cours. Il y a énormément de F2S en cours de vérification. Donc ces fiches, elles vont être remplacées par la suite. Par contre, il y a un point important, c'est que la A2, la norme A2, pardon, elle défavorise un petit peu les biosourcés par rapport à la norme A1. Et donc là, c'est un exemple, vous voyez sur ce tableau, c'est pour un isolant biosourcé, donc calculé selon l'ancienne norme A1 et puis calculé avec la nouvelle norme A2. Donc là, c'est pour les étapes A1 à A3, étape A4 à 5 de mise en œuvre. Et puis là, c'est la fin de vie. Donc on voit vraiment l'effet de ce carbone neutre qui vient augmenter l'impact de la fin de vie des biosourcés et qui se retrouve du coup dans le total du cycle de vie pour les biosourcés où on a une augmentation de l'impact par rapport à ce qu'il pouvait y avoir sur une fiche A1. Donc ça, c'est principalement dû au fait que les biosourcés, il pouvait y avoir un stockage partiel de CO2, un déstockage partiel de CO2 en fin de vie, qui n'est plus possible avec la norme A2. Avec la norme A2, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le carbone neutre. Tout ce qui est stocké en entrée de ligne doit être déstocké en fin de vie. Donc ça vient un petit peu défavoriser les biosourcés. Mais c'est contrebalancé par le fait que la norme R2020, elle a introduit, pour l'analyse de cycle de vie à l'échelle de bâtiment, elle a introduit la notion d'ACV dynamique. Donc l'ACV dynamique qui porte que sur le calcul de l'indicateur réchauffement climatique. Et donc l'ACV dynamique, en fait, elle permet de considérer que le gaz à effet de serre qui est émis aujourd'hui, il ne va pas avoir le même impact que le potentiel gaz à effet de serre qui serait émis dans 50 ou dans 100 ans. Donc c'est vraiment pour tenir compte de l'urgence du réchauffement climatique que l'enjeu il est aujourd'hui et pas forcément dans 50 ans. On doit baisser nos émissions de carbone aujourd'hui. On vient aussi diminuer l'incertitude qui pèse sur les scénarios de fin de vie. Et donc en fait, avec la CV dynamique, on valorise les matériaux qui stockent du carbone et qui potentiellement le réémettent en fin de vie, hein, parce qu'on est quand même sur un potentiel suivant les voies de valorisation qu'on choisit pour nos produits. Et par contre, on vient pénaliser ceux qui ont une forte émission initiale. Donc l'ACV dynamique, en simplifié, c'est des coefficients qu'on vient appliquer suivant l'année à laquelle est émis notre gaz à effet de serre, et notamment donc, sur en année zéro, en année de fabrication et de mise en œuvre de notre produit. L'ACV dynamique, elle ne touche pas les résultats, on reste au même résultat, le coefficient de pondération, c'est zéro. Et en fin de vie, on a une diminution de l'impact qui est notable. On voit là, donc, avec le calcul dynamique, on vient de diminuer d'un peu moins de la moitié l'impact de la fin de vie, et donc on vient de diminuer l'impact sur le total cycle de vie de notre produit.
Et donc, à l'inverse, quand on a un produit qui est très émetteur en carbone sur l'étape 1 à 3, mais assez peu émetteur en carbone en fin de vie, et ben, pour lui, ça n'a pas beaucoup d'incidence. C'est ce qu'on voit sur le dernier graphe. Donc là, c'était une ACV simplifiée pour comparer une paroi conventionnelle, donc en parpaing plus laine de verre plus plaque de plâtre, avec une paroi très fortement biosourcée, donc ossature bois, isolation paille, et puis enduit chaud et terre. Donc on voit qu'avec le calcul statique, on est environ à 70 kg équivalent CO2 pour notre paroi conventionnelle. Et avec le calcul dynamique, on vient assez peu diminuer l'impact de notre paroi. Tandis que sur la paroi biosourcée ossature bois paille, on a un impact de notre paroi qui est assez faible au départ, là, proche de zéro dans ce cas-là, et qu'avec le calcul dynamique, on vient vraiment diminuer, on passe en négatif. Donc là, on passe de 0 à -40 pour les biosourcés, tandis que sur la paroi conventionnelle, béton plus laine minérale, on passe de 70 à 63 kilos. Donc on a un écart qui est beaucoup plus marqué avec la CV dynamique. Donc voilà, je conclus là-dessus. Donc là, il y a une grosse étape en 2025 parce que à la fois, il y a eu un abaissement des seuils carbone et puis en plus, il y a ces fiches qui évoluent dans la base IGNES. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui petit à petit va... La base IGNES, elle va de nouveau recevoir plein de nouvelles fiches et donc il va peut-être y avoir une transition un peu dure en 2026, mais ensuite on va pouvoir repartir sur des calculs qui seront bien précis avec des données spécifiques au biosourcé. Merci pour votre attention. Et je laisse la parole à Lola. Juliette, est-ce que j'enchaîne ou est-ce que j'ai vu qu'il y avait des questions dans la conversation? Est-ce qu'on y répond à la toute fin? On peut y répondre rapidement maintenant, tant que c'est chaud peut-être. Donc il y avait une première question sur qu'est-ce qu'on appelait les constructions légères. Donc ça c'était au tout début de la présentation. Si Marion, tu veux faire... Oui, les constructions légères, je saurais même plus tout à fait vous dire. Je pense que c'est tout ce qui est euh, ah mince, je trouve plus le terme. Tout ce qui est temporaire. Je voulais vous Ok. donner un exemple, mais j'ai pas le type. Je trouve plus le nom. Ce qu'il y a dans les campings des fois, Et même les Lilo, bungalows, voilà, bungalow. Ok. type bungalow. Ouais, voilà. Ensuite, il y avait une question sur l'ACV en fin de chantier, euh, quand elle est réalisée et qui doit la réaliser. Mais ça... Alors là, normalement, donc sur les études RE 2020 sur l'ACV bâtiment, elle est réalisée par un BE environnement qui suit le chantier. Donc après, évidemment, là, ça va dépendre des cas. Ça peut être par le BE thermique aussi. Il y a beaucoup de BE thermiques qui sont montés en compétences pour pouvoir faire les études et thermiques et la partie ACV bâtiment. Ouais, en général, voilà, ça Ok. dépend de la taille des projets. Très bien. Après, il y avait une question sur les coefficients d'ACV dynamiques. Comment ils ont Ouais. été calculés donc, il évoquait 0,58 à 50 ans, par exemple. Ouais, alors sur les coefficients d'ACV dynamique, c'est des coefficients qu'on retrouve dans les ABAC du coup de la réglementation. Et ben c'est simplement pour décaler les émissions de carbone. Donc en fait, ça prend en compte en vrai, c'est assez complexe. Les coefficients sur les émissions de carbone, elles prennent en compte la cinétique de dégradation des gaz à effet de serre, parce que par exemple, le méthane, qui est un gaz à effet de serre, il se dégrade pas de la même manière dans l'atmosphère que le CO2. Donc là, les coefficients, ils en prennent compte. Donc le méthane, par exemple, il est beaucoup plus impactant que le CO2 à court terme sur l'impact sur le changement climatique. Mais par contre, il a une dégradation beaucoup plus forte. Donc en très peu d'années, il va se dégrader dans l'atmosphère. Tandis que le CO2, eh ben, il va avoir un impact
de 1 sur le réchauffement climatique, mais par contre, il va stagner longtemps dans l'atmosphère. Donc, les coefficients de pondération, ils tiennent compte de tout ça, en fait, notamment de cette cinétique de dégradation des gaz à effet de serre. Et donc, une dernière question qui évoquait que les CLT, donc c'est parfois un mur qui est inutilement mis pour justement gagner du volume de bois alors qu'une mob suffirait. Et donc, il y avait la question sur l'objectif de la RE, vu que c'est de favoriser la frugalité. Est-ce qu'il y a un indicateur qui valorise les choix sobres? Alors, c'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément inutile, mais c'est juste qu'on voit qu'en effet, les CLT, ils embarquent souvent une énorme quantité de bois et que proportionnellement, le gain, il n'est pas aussi efficace que la quantité de bois embarqué. Mais en effet, la RE 2020 en elle-même, en tout cas l'indicateur en lui-même, ne permet pas d'encourager la sobriété. Mais mis à part cet aspect carbone, il faudrait qu'il y ait d'autres indicateurs qui aillent plus loin. Ma connaissance, c'est pas le cas. Il n'y a que l'émission de carbone dans la RE 2020. Ok. Donc, Et et la dernière question, c'était si savoir la présentation serait disponible en PDF. Ça, je sais pas. pour moi, c'est OK. Juliette, si tu veux la diffuser, après, il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, je le diffuserai aux personnes qui ont suivi le webinaire. Voilà, je te laisse la suite, Lola. Oui, j'enchaîne. Du coup, donc dans cette deuxième partie de présentation, je vais vous présenter le Collège de Saint-Joire, qui est un collège en Haute-Savoie. Pour ma part, du coup, je suis Lola Dussossois, donc je suis ingénieure travaux sur l'opération pour Big Bâtiment Sud-Est. Ce collège, on va venir construire donc 26 classes pour les collégiens et également une restauration qui permettra d'accueillir donc les collégiens et des élèves de primaire des écoles aux alentours. On vient également construire sur le projet un gymnase, un plateau sportif et également des logements de fonction. On vient également faire donc toute une partie gare routière pour le collège. Et enfin, donc l'idée de ce chantier, c'est d'assurer la continuité d'usage avec le collège existant qui est sur la parcelle qui est juste à côté de notre chantier, le collège et le gymnase existant d'ailleurs, qu'on viendra donc déconstruire en fin d'opération. On parle de déconstruction et pas de démolition parce vous le verrez un peu plus dans la suite de la présentation, mais on a beaucoup d'objectifs de réemploi sur le projet. Donc l'idée, c'est de faire de la dépose soignée et de la démolition. C'est un projet donc, pour le département de la Haute-Savoie. C'est un marché global de performance, donc avec des différents engagements de performance, avec donc Bouygues Bâtiment Sud-Est en tant que mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre. Et dans la maîtrise d'œuvre, on a notamment Indigo en bureau d'études environnement. Donc voilà le plan masse que je vais vous présenter rapidement avec donc le collège donc en haut de la parcelle avec j'espère que vous voyez ma souris, mais donc au niveau de ma souris, la demi-pension qui est donc sur un niveau semi-enterré en dessous de la cour de récréation. Ensuite, il y a donc le gymnase qui est ici, le plateau sportif et enfin les logements de fonction qui sont en haut à gauche de la parcelle. En termes de phasage des travaux, pour vous redonner un peu de contexte, donc on a fini le gros œuvre du collège, on est en train de poser la charpente et les CES ont démarré. Ensuite, le gymnase, on a donc démarré tout juste le gros œuvre. Et enfin, les logements viendront plus tard et seront construits à partir de 2027. Donc voilà juste une petite photo de chantier à toute fraîche de ce matin où on voit donc le début du gros œuvre sur le collège juste devant avec les premiers voiles, le début du gymnase pardon, avec les premiers voiles et derrière donc vous voyez le collège qui est bien avancé. Ensuite, juste un petit rappel sur le périmètre réglementaire sur le collège puisque c'est notamment de ce bâtiment qu'on va parler tout le long de la présentation. On a donc, comme je vous l'ai dit, une demi-pension qui est au niveau du rez-de-jardin
qui est donc, elle, soumise à la RT 2012, parce que donc, cet usage-là n'était pas encore soumis à la RE 2020. Et tout le reste du collège, donc à partir du rez-de-chaussée jusqu'au R+2, qui est soumis à la RE 2020. En termes de mode constructif, on a donc des murs à ossature bois remplissage paille sur le collège à partir du R+1, qui compte pour environ 60% de la surface de façade sur le périmètre collège. Ensuite, on a des façades à ossature bois, remplissage paille également, et une charpente bois sur le gymnase. On a des planchers bois CLT nervurés sur le collège, qui comptent pour à peu près 25% de la surface de plancher du périmètre de collège. On a également donc, sur le collège et le gymnase des caissons de toiture en remplissage fibre de bois. On a quand même donc un socle béton en rez-de-jardin, rez-de-chaussée et un noyau central avec notamment les cages d'escalier et les circulations qui sont en béton, avec une utilisation de béton standard et de béton bas carbone, donc en CEM2A et CEM3B. Et les façades des logements de fonction qui seront en béton de bois. Ensuite, si on se concentre un peu plus sur les corps d'état secondaires, on a une utilisation massive d'isolants biosourcés, avec, comme je vous l'ai dit, donc la paille sur les mobs et les fobs. Ensuite, on a un complément d'ITI sur toujours les mobs et les fobs en biofibre trio. Donc, c'est un isolant biosourcé chanvre, lin et coton. Ensuite, on a tout notre socle béton qui est isolé en ITI avec également du biofibre trio. Et enfin, on aura donc de la ouate de cellulose en toiture sur les logements. En termes de façade et au niveau des finitions, on a un bardage bois. On a également des menuiseries extérieures bois aluminium. Et enfin, on a, alors, qui ne sont pas des matériaux biosourcés, mais en termes de matériaux décarbonés, on a également de la peinture circulaire, donc ce qui est de la peinture recyclée sur les logements, et l'utilisation de matériaux de réemploi sur le collège et les logements, et le gymnase aussi d'ailleurs, avec notamment des sanitaires de réemploi, des portes de garage de réemploi, pas mal d'éléments d'aménagement extérieur, des dalles de faux plafond, également du carrelage et de la faïence. En termes d'objectifs sur le projet, donc sur le collège et les logements, on avait pour objectif de respecter les seuils 2028 de l'ARE. Sur le gymnase, ensuite, on avait pour objectif de respecter le niveau E3-C1, puisque donc, le gymnase était toujours soumis à la RT 2012. On atteint le niveau E3-C2. Ensuite, on avait un objectif sur le volume de bois à 150 décimètres cubes par mètre carré de surface de plancher, avec finalement 179 décimètres cubes par mètre carré atteints. Et ensuite, on atteint également le niveau 3 du label bâtiment biosourcé. Donc, c'est juste une évaluation. Le label n'est pas visé, donc c'est des données qui sont là à titre informatif, mais on est donc environ à 110 kg. Lola, je crois qu'on n'a plus le son. Enfin, on n'entend plus ce que tu dis. Là, non, on t'entend plus. On t'entend toujours pas. C'est revenu. C'est mieux. Là, je crois que oui. Ouais. Bon.
On a des petits problèmes de réseau, donc je suis passée sur mon téléphone. Ça fonctionne mieux. Oui, c'est bon, là, on t'entend. Désolée. Euh, Donc, comme je vous le disais, donc en jeune, c'est le seuil 2028 qui est visé. On a donc 5% de marge sur le collège et 1% de marge sur les logements. Si on rentre un peu plus dans le détail du calcul, on a donc pour le collège et pour les logements, globalement, bon, un gros tiers pour le gros œuvre, pareil pour le clos couvert et pareil pour les CET. Euh, En termes d'utilisation des données, on a donc, pour le collège plus de la moitié des données qui sont des FDS individuelles, collectives ou des fiches configurées. On a donc 28% de données environnementales par défaut, qui sont majoritairement les données des lots forfaitaires, donc le lot CVC et le lot plomberie, qui ont été saisis en détaillé. Et il y a très peu de FDS individuels et collectifs pour ces lots-là. Ensuite, si on fait un peu plus un focus sur le biosourcé, donc avec la nouvelle version du label, on atteint donc environ 50 kg de carbone biogénique par mètre carré de SU, avec donc 6 fonctions représentées. Comme vous le voyez là sur le graphique de droite, on a donc la majorité qui se trouve dans la structure et dans la charpente, avec donc les planchers CLT, les mobs, la charpente bois de la toiture. Mais on a également donc l'isolation, donc les revêtements de murs avec notamment les revêtements de façade avec notre bardage bois. Hop, voilà, donc là on a un détail de répartition par lot de la RE. Et on peut voir que la plus grande partie en fait elle se trouve dans la charpente bois. On a également donc le lot 3 qui compte pour beaucoup, avec nos mobs et nos planchers CLT. Et ensuite, on a également donc la paille et notre ITI biosourcé qui va compter. Enfin, donc, je voulais quand même faire un petit focus sur le réemploi. On a donc, comme je vous le disais au début de la présentation, on est sur un marché global de performance, donc avec des engagements de performance. On a un peu plus classiquement un engagement de performance énergétique, mais on a également un engagement de performance carbone et un engagement de performance réemploi. Donc on s'est engagé sur une cible de 8000 tonnes de matériaux donc réutilisés ou réemployés, avec différentes catégories de réemploi, avec donc du réemploi et de la réutilisation in situ, du réemploi ex situ et du sourcing de matériaux de réemploi. Il faut savoir que le réemploi, il est très important pour notre calcul RE, notamment sur les logements. Comme vous pouvez le voir, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 1% de marge, 1% de marge sur les logements. Et en fait, on a déjà un gain de 3% par rapport à nos matériaux de réemploi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le projet, le réemploi, pour atteindre nos objectifs. Après, il y a quand même une petite remarque qui est qu'on fait du réemploi sur des éléments d'aménagement extérieur, des équipements de cuisine et également des équipements électriques. Ça, c'est des choses qui sont, par exemple, pas valorisées dans la RE, puisque c'est des lots qui sont soit donc le lot, enfin, le périmètre de la parcelle qui n'est donc pas évalué, soit des lots qui sont forfaitaires. Donc ça, c'est des choses qui sont pas forcément valorisées dans le calcul. Et enfin, pour conclure, si on prend un peu de recul du coup, dans les leviers, déjà, il faut savoir que notre maîtrise d'ouvrage et notre programme, comme vous avez pu le voir, nous poussaient quand même vers des objectifs qui étaient très ambitieux. Enfin, le programme nous poussait vers de la construction bois. Donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour faire des projets vertueux et c'est essentiel. Le programme nous poussait également vers le réemploi et la maîtrise d'ouvrage était quand même très largement impliquée sur ce sujet. Mais comme vous le voyez,
c'était nécessaire pour atteindre les seuils 2028 et notamment sur les logements. Ensuite, en termes de freins, on peut quand même dire qu'on a des contraintes techniques et architecturales qui sont parfois compliquées à concilier avec la performance carbone. Notamment, par exemple, donc dans le département, là, on est en zone sismique 4, donc ça a quand même de nombreuses contraintes structurelles qui vont pas forcément dans le sens de la performance carbone. Ensuite, en termes d'architecture, que ce soit, par exemple, la volonté d'avoir des façades en béton brut. Après, c'est également donc une question architecturale, mais une question également de pérennité. Mais ça ne va pas forcément non plus dans le sens du carbone. Et idem pour la performance énergétique. Par exemple, on a des menuiseries triple vitrage, on doit atteindre des standards quasiment passifs en termes de performance énergétique. Mais le triple vitrage ne va pas dans le sens du carbone non plus. Donc ça, c'est tout un équilibre à trouver et des échanges à avoir, notamment avec la maîtrise d'œuvre. Ensuite, on a également un sujet sur le suivi de l'impact carbone en phase travaux. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur la mise à jour en fin de chantier. On doit donc suivre tous les matériaux qui avaient été prévus en phase conception pour la mise à jour en fin d'exé. Ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets lourd. En tout cas, dans notre cas, on a à peu près 900 matériaux à suivre. Donc, c'est important de bien échanger avec le bureau d'études environnement qui nous accompagne très bien sur ce sujet pour pas se retrouver piégé en fin de chantier avec un dépassement de seuil qui n'avait pas, voilà, si les matériaux n'avaient pas été, enfin le suivi n'avait pas été anticipé. Je pense que dans notre cas, c'est peut-être plus simple puisqu'on est en entreprise générale et qu'on a une vision donc, sur l'ensemble des corps d'État et l'ensemble des lots. C'est peut-être plus compliqué en corps d'État séparés. Et toujours sur le sujet du suivi carbone en phase exé, il y a quand même le sujet de l'évolutivité des FDES. Donc, vous en avez entendu parler dans la première partie de la présentation, mais notre calcul carbone en phase conception s'est fait justement au moment où il y avait des modifications entre les normes A1, A2. On avait donc une partie des matériaux qui étaient en A1, une autre partie qui était en A2. On avait un peu un mixte des deux. Et là, du coup, il y a des changements qui se font au cours de notre chantier. On a également beaucoup de FDES, même sur la partie corps d'état, archi, enfin CES en général, beaucoup de FDES qui sont périmés. Donc il faut savoir qu'on a le droit de conserver les FDES qui étaient utilisés en phase conception, même si elles sont périmées. En revanche, si par exemple on se retrouve à avoir un changement sur un, un matériau et qu'on a un passage de la norme A1 à la norme A2, ça va de fait dégrader entre guillemets l'impact de ce matériau-là et c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément prévu en phase conception non plus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien suivre tous les produits mis en œuvre en phase exé. Et voilà, la présentation se termine. Je vous ai juste mis quelques photos de chantier quand même avec notamment donc la pose de nos mobs. Vous voyez là sur la photo. Hop. Donc les planchers CLT ici avec les mobs double hauteur. Et voilà, donc toujours nos mobs double hauteur. La partie charpente avec donc les grosses ferrures et la structure poteau-poutre en bois. Ensuite, donc encore une photo de nos planchers CLT nervurés. Et bon, une petite photo de la charpente. Et voilà. Arrêtez le partage. Merci. Il y avait quelques questions, notamment pour le carbone des mobs. Est-ce que vous comptez seulement l'ossature ou l'isolant est inclus? C'est la diapo 14, je crois. Non, l'isolant est inclus. L'isolant est inclus et la paille apporte pas mal en termes de quantité de biosourcés. Donc non, les deux sont inclus. Et il y a deux questions sur les coûts.
donc sur le coût total de l'opération et le coût au mètre carré également. Si je ne sais pas si tu peux les diffuser, enfin donner un ordre de grandeur ou Ouais, alors ça, je suis désolée, je vais pas de pas souci, forcément pouvoir répondre à cette question. complètement. C'est pas, voilà, c'est pas une information qui souhaite être diffusée par le maître d'ouvrage notamment. Pas de souci. Et il y a du coup quelqu'un qui lève la main. Et je sais pas si je peux donner la main sur le micro. Euh, Ah non, il lève pas la main. Ok. Bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, Sauf s'il y a des dernières questions, mais sinon, on peut s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Ah, si. Qui est votre BE bois en exé? J'ai une question. Alors c'est Wewood, c'est le BE interne en fait à Bouygues. Très bien. Ok. Bah, si jamais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. Ah non, j'ai encore une question sur les fournisseurs MOB et FOB. Oui, alors ça c'est Arbosphère qui est à La Tour, à peu près 2 km de notre chantier. Donc c'est en plus du local. Et une question sur le lot. Rappeler la contrainte du lot forfaitaire. Alors je suis pas sûre d'avoir compris la question. En fait, les lots forfaitaires, du coup, c'est des lots qui sont entre guillemets imposés par la méthode de calcul de l'ARE, notamment donc sur les lots techniques. Donc dans notre cas, on a deux lots forfaitaires qui sont le lot CFO et le lot CFA. Ah oui, d'accord, pardon. Je vois la question qui continue. En fait, oui, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc les lots forfaitaires, en fait, ils sont entre guillemets imposés. Alors oui et non, parce qu'on pourrait choisir de les faire en détaillé, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément les données disponibles sur la base Ignes pour pouvoir saisir ces lots-là en détaillé. Et comme ce sont des lots forfaitaires, en fait, c'est une valeur d'impact donc en kilogrammes de CO2 par mètre carré qui est donnée par la méthode de calcul de l'ARE. Et comme donc le réemploi est compté à zéro dans la méthode de calcul RE 2020, mais par exemple, on a une partie de nos armoires électriques qui vont être en. Enfin, la partie ossature va être en réemploi. Et comme c'est une valeur qui est forfaitaire dans la RE, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir valoriser puisque c'est déjà. Enfin, on peut pas déduire ce gain d'une valeur forfaitaire qui est imposée. Je sais pas si c'est plus clair. Ça avait l'air clair. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut terminer ici. Merci à tous d'avoir été présents et merci à vous, Lola et Marion, pour vos présentations. Et voilà, Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. merci. Bonne journée. Bonne À journée. vous aussi, bonne journée à vous.